Nous abordons le chapitre 6, qui est le dernier du cycle Comprendre le monde moderne, cours avancé. Il s'intitule Au-delà des équations de Schrödinger parce qu'on va s'intéresser à la mécanique quantique après les années 30, que l'on peut considérer comme l'âge d'or de la mécanique quantique. Alors, les chapitres précédents se sont surtout intéressés d'une part à l'évolution, à la notion d'équation d'onde et les calculs les propriétés des fonctions d'onde des particules libres ou des particules qui sont dans un puits de potentiel. Ensuite, le chapitre 5 a été dédié surtout à l'étude des systèmes de particules quantiques. Alors ce chapitre 6 est très ambitieux puisque en quelques transparents, nous allons parcourir presque un siècle de mécanique quantique et avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travaux, certainement des avancées, et nous conclurons en montrant que le chemin à mener est encore très long pour arriver à une théorie satisfaisante de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Alors, l'équation de Schrödinger, qui a été établie en 1925, a énormément d'applications. Cependant, dès le départ, on a reconnu comme étant avec des limitations sévères dans le domaine de son utilisation. D'abord, elle traite toujours de particules qui sont en nombre défini et elle ne traite pas des phénomènes de création, d'annihilation, qui sont des phénomènes extrêmement importants, émergents dès qu'on traite des réactions, par exemple, entre particules à plus haute énergie, comme par exemple au CERN, où une collision de deux protons peut donner lieu à des gerbes de création, à la création de gerbes de particules et d'antiparticules. Donc il faut essayer d'avoir un formalisme qui va au-delà de cette limitation. Ensuite, comme on l'a vu, l'expression d'Hamiltonien suppose, telle qu'on l'a écrite, suppose une masse au repos non nulle, ce qui est bien sûr pas le cas de toutes les particules. Par exemple, le photon ne peut pas être traité par l'équation de Schrödinger. Limitation aussi liée à la relativité restreinte, parce qu'elle n'est pas compatible avec la transformation de Lorentz. Elle est toujours dans la perspective du système classique, et en particulier, cela veut dire que l'équation de Schrödinger ne peut pas traiter les particules relativistes à une vitesse proche de la lumière. Le champ de force, autre limitation, il est traité de manière classique, puisque quand on parle de l'électron dans l'atome, on considère l'électron dans le champ du proton ou dans le champ du noyau, sachant que l'électron lui-même étant chargé, il a une influence sur le champ électrique global. Et puis, d'autre part, le traitement est purement classique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune quantification, le potentiel est traité qu'une manière continue. Enfin, et surtout, la mécanique quantique de Schrödinger n'est pas du tout compatible avec la relativité générale. Alors, comment faire pour aller un peu au-delà de ces limitations? Alors, dès le départ, et même certains disent même avant Schrödinger, certains ont essayé de rendre la mécanique quantique compatible avec la relativité restreinte. En effet, pour ça, il suffirait peut-être d'introduire non pas la masse au repos, mais la masse dynamique, la masse de la particule en mouvement, qui augmente avec la vitesse lorsqu'elle s'approche de la vitesse de la lumière. Mais une telle formulation, quand on veut la transformer en hamiltonien, ne fonctionne pas très bien avec ses racines carrées. Et d'autre part, cette formulation n'est pas, elle non plus, invariante par la transformation de Lorentz, vraiment, au sens propre. Donc, on repart sur une définition d'énergie telle qu'elle apparaît dans le formalisme de Lorentz, à savoir que le carré de l'énergie est égal à P au carré P quantité de mouvement, mv est en formalisme classique, C2 plus M2C4 qui est le carré de l'énergie au repos. Alors, puisque nous avons une expression de l'énergie qui est compatible avec la transformation de Lorentz, pourquoi ne pas essayer de la quantifier en associant aux opérateurs, aux grandeurs dans cette formule, les opérateurs quantiques P ici et E pour la partie énergie. On le fait et on obtient une magnifique équation
qui est écrit ici, h bar 2, la constante de Planck, 1 sur C2, les dérivées successives de psi, la fonction d'onde par rapport à t, x, y, z, moins m2c2 psi. Alors c'est une équation magnifique. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on peut sortir les serpentins et la bouteille de champagne? C'est la bonne question. Alors cette équation, c'est l'équation de Klein-Gordon, qui, dit-on, a été inventée un peu avant Schrödinger, mais publiée un peu après. Est-ce qu'elle réussit le mariage? Eh bien, on va pouvoir rentrer la bouteille de champagne et rentrer les serpentins, parce que dans la dérivation ici, la dérivée du temps intervient au carré, ce qui veut dire en théorie des équations différentielles qu'il faut, pour résoudre le problème, non seulement voir la valeur initiale de la fonction d'onde, mais la valeur initiale de sa dérivée, ce qui est, dans la plupart des cas, extrêmement compliqué. Déjà, établir la fonction d'onde initiale est déjà un enjeu. Mais enfin et surtout, tout le formalisme de la mécanique quantique implique que la fonction d'onde psi au carré doit être considérée comme une densité de probabilité qui est conservée au cours du temps, c'est-à-dire qu'il puisse être définie positive et conservée au cours de l'évolution. Or, cette équation de Klein-Gordon telle qu'elle est écrite ne peut pas conserver la densité de probabilité au sens classique, au sens normal du terme. Donc, ce n'est pas la bonne équation qu'on en cherche, il faut recommencer à travailler. Mais l'équation de Klein-Gordon n'est pas complètement perdue, elle sert dans d'autres formalismes, comme par exemple les formalismes du boson de Higgs. Elle a été réutilisée ensuite. Alors, si le carré de l'énergie ne marche pas, pourquoi ne prendre pas la racine carrée de l'énergie? Mais à nouveau, on retombe, c'est que quand on va avoir une racine carrée à faire agir sur des opérateurs, c'est théoriquement possible, mais c'est extrêmement technique à manipuler. Il faudrait peut-être mieux avoir une version linéaire. Alors c'est là qu'intervient Dirac en 1928, 3 ans après Schrödinger, dont Einstein, qui en était un autre, que Einstein considérait comme un génie, équilibre entre le sentier vertigineux, entre le génie et la folie, puisque Dirac était particulièrement réservé, certains diraient autiste actuellement. Alors Dirac a essayé de linéariser la fonction. Alors il prend l'équation de Klein-Gordon et en disant mais ça, l'accolade du départ, ce n'est qu'un carré et derrière on a aussi un carré. Essayons d'écrire ça sous une forme d'un carré. Donc comme l'expression au carré de termes linéaires dans les dérivés. Donc il a essayé cette forme-là avec des coefficients A, B, C, D. Il s'est aperçu que si l'on veut à la fois satisfaire l'équation de Klein-Gordon, et deuxièmement, si on veut avoir d'autres contraintes sur notamment la densité de probabilité, il y a de fortes contraintes sur les coefficients A, B, C et D, qui sont tous des nombres complexes de modules au carré égal à 1, mais dont les produits sont nuls, les produits croisés sont nuls. Il est évident que des nombres simples ne satisfont pas ces propriétés-là. Il a fallu inventer d'autres choses. Et Dirac, qui était presque un mathématicien pur, qui connaissait beaucoup de choses mathématiques, a tout de suite pensé aux matrices, sachant que le calcul matriciel n'était pas très connu des mathématiciens. C'est que beaucoup plus tard qu'il s'est développé. Le calcul matriciel est surtout une affaire de mathématiciens au départ. Donc, il a abouti au fait que A, B, C, D ne sont pas des nombres, mais des matrices, qui doivent être des matrices 4 x 4, et donc qu'en face, quand on applique à psi, ces matrices 4 par 4, eh bien, ça veut dire que psi a 4 composantes. Donc cela donne, en notation usuelle, l'équation de Dirac, la dépendance au cours du temps. Ici, la forme équivalente à l'hamiltonien, avec mc, la vitesse de lumière, mc, vitesse de lumière. Alpha 0 est une matrice 4-4, et alpha P est un produit scalaire, c'est-à-dire qu'en face Px, on a alpha x, Py alpha y, et Pz alpha z. Donc 3 plus 1, 4 matrices, 4-4. Et en plus, ces matrices ont le bon goût de ne pas tomber du ciel, puisqu'elles sont composées à partir d'autres matrices dites de Pauli, que Pauli avait introduit justement pour étudier le spin. Et puis en face, on a la fonction d'onde avec ses 4 composantes. Alors,
le résultat est assez intéressant. C'est que la fonction d'onde, elle a 4 composantes. Et il y en a 2 qui sont... les 2 supérieures sont intéressantes parce que d'un seul coup, elles font apparaître... Alors, ceux qui sont en vert sont les solutions d'énergie positive. Et en dessous, il y a des solutions d'énergie négative. Alors, le miracle, ou pas que le miracle, après on a compris pourquoi, c'est que en voulant linéariser la fonction d'onde, l'équation de Schrödinger appliquée aux énergies relativistes, eh bien le spin apparaît naturellement. Le spin est une conséquence de l'invariance relativiste des équations. C'est très encourageant parce que les interprétations du spin comme étant une rotation intrinsèque des particules élémentaires étaient tout à fait insatisfaisantes. Donc, les spins ne sont pas des rotations, ce sont des états liés à des invariances relativistes. Pendant quelque temps, Dirac a dit que les solutions d'énergie négative ne correspondent à rien, donc je les considère comme non physiques. Donc c'est un magnifique cours réussi parce que psi, les différentes composantes, on peut les considérer comme des densités de probabilité. Le spin tombe, non pas du ciel, mais tombe des mathématiques, sans aucun postulat. Les équations sont linéaires, c'est-à-dire qu'on peut superposer les états comme dans les fonctions d'onde de Schrödinger. Et puis, quand on résout cette équation dans des conditions, par exemple dans les atomes, etc., eh bien, l'équation de Dirac retrouve bien les résultats de l'équation de Schrödinger, mais avec des corrections, des petites corrections, qui correspondent effectivement à des petits désaccords avec l'expérience qui avait été observée. Donc, l'accord est meilleur que l'expérience. Donc, tout est gagné. Est-ce que l'équation de Dirac, qui est une généralisation compatible avec des restreintes, a tout résolu les problèmes? Je crois qu'on peut encore... pendant 1 ou 2 ans, on a cru que l'équation de Dirac allait faire avancer beaucoup la théorie aussi, parce que 2 ans après, il a vraiment... Ces états d'énergie négative l'intriguaient toujours. Et puis, il s'est aperçu que ces dites solutions non physiques n'étaient pas non physiques du tout, mais correspondaient à des états que l'on pouvait considérer comme des particules d'antimatière. Et donc, il a fallu 2 ou 3 ans pour qu'après le papier théorique exposant ces principes-là de Dirac en 1932, eh bien, on découvre effectivement dans les rayons cosmiques de l'antimatière. Donc, l'équation psi de l'équation de Dirac comporte à la fois pour les fermions les 2 composantes de spin et la symétrie matière-antimatière que l'on va étudier tout de suite. Donc on peut sortir comme les serpentins. Je pense que la bouteille de champagne est un petit peu prématurée parce qu'on va voir qu'il y a d'autres limites quand même à l'équation de Dirac. En effet, et c'est un formalisme qu'on a plutôt développé après, derrière la symétrie matière-antimatière, il y a ce qu'on appelle la symétrie CPT. C comme charge, P comme parité. Parité, c'est la façon dont les figures sont symétriques par réflexion sur un miroir. Et puis le temps. Mais il se trouve qu'on a découvert de manière assez rigoureuse plus tard, par les théories des groupes, que les lois de la physique sont invariantes par symétrie CPT. C'est-à-dire que si on change la charge, si on inverse la parité, si on change le signe du temps, on obtient les mêmes évolutions physiques. Et c'est précisément ce qui correspond aux transformations qui vont transformer par exemple un électron négatif avec une spin vers le haut, qui vont transformer ceci en un électron positif avec le spin vers le bas, avec le temps allant en sens inverse du temps normal, qui sont les propriétés de l'antimatière. Donc cela veut dire que dans le tableau des particules élémentaires qu'on a étudié au chapitre 4, qui était déjà un petit peu complexe, où il y avait toutes les particules de matière qui sont à la base du modèle standard des particules, il faut rajouter en jaune le symétrique de toutes ces particules-là par la particule d'antimatière. En effet, toutes les fermions, toutes les particules de spin 1,5 ont une antiparticule différente de la particule. C'est tout le grand carré jaune qui est ici. Les bosons, eux, qui sont de spin 1, sont leur propre antimatière.
comme le gluon, le photon, le boson Z, ils sont leur propre symétrique. Le boson de Higgs H aussi est son propre symétrique. Par contre, les bosons W plus et moins qui sont les vecteurs, parmi les vecteurs de l'interaction électrofaible, eh bien, eux sont réciproquement l'un et l'autre matière et antimatière à eux deux. Chacun de l'un est antimatière de l'autre. Donc toutes ces propriétés-là et la symétrie CPT a été démontrée largement. En particulier, au CERN, on a pu créer un anti-atome d'hydrogène pendant quelques millisecondes ou milliardièmes de seconde, en mettant un anti-électron plus tournant autour d'un antiproton moins. Et cet anti-atome d'hydrogène a les mêmes propriétés que l'atome d'hydrogène direct. La symétrie CPT, toutefois, il y a un ou deux mécanismes assez complexes sur lesquels je n'interviens pas, dont on suspecte qu'elle n'est pas parfaitement vérifiée, ce qui impliquerait que la matière et l'antimatière ne sont pas, dans certains processus, complètement symétriques par rapport à la symétrie CPT. Certains utilisent cette propriété-là peut-être pour expliquer le fait qu'après le Big Bang, on soit dans un univers qui soit fait que de matière, alors qu'a priori, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait autant de matière que d'antimatière. Alors l'antimatière, il y a beaucoup d'aspects intéressants à discuter. D'abord, quand une particule et une antiparticule se rencontrent, eh bien, elles s'annihilent avec émission de photons très énergétiques, au minimum 2, parce qu'il faut conserver les impulsions, les énergies, etc. Donc dans un diagramme de Feynman, vous avez un électron qui suit le temps, un électron qui remonte le temps, et puis lorsqu'ils ont une interaction, ils émettent chacun 2 photons. Le processus inverse, c'est la création de paires. Si vous envoyez un photon gamma seul de très haute énergie dans le voisinage d'un noyau Z, eh bien, il peut créer des paires de particules, E+, E-. Pourquoi faut-il qu'il y ait un proton Z? Parce qu'il n'y a qu'un photon, et quand vous faites le calcul de la conservation du moment cinétique et de l'énergie, vous apercevez qu'il faut, pour équilibrer les lois de conservation, il faut qu'il y ait quelque part un système à côté qui ait une petite énergie, une petite de recul pour équilibrer l'ensemble des lois de conservation. Enfin, l'équation de Dirac et les états d'énergie négative ont ouvert une grande fenêtre sur ce qu'on appelle le vide quantique, que l'on peut, dans ce cadre-là, modéliser comme étant un état dans lequel tous les états d'énergie négative sont remplis, le vide à notre échelle. On appelle ça la mer de Dirac, c'est-à-dire tous les électrons, par exemple, d'énergie négative, sont dans des états qui sont remplis. Au-dessus, si c'est le vide, il n'y a pas de matière. En revanche, il peut y avoir, dans le cadre des inégalités d'Eisenberg, il peut y avoir des états virtuels tels que, pendant un temps très court delta t, avec un échange d'énergie delta E qui satisfait cette inégalité, eh bien, on peut avoir suffisamment d'énergie pour créer une paire électron-positron, c'est-à-dire un électron est éjecté de la couche de la mer de Dirac, qui est donc une particule de matière, et laissant un trou, qui sera donc l'équivalent d'une charge positive, qui va se comporter comme un électron positif, et donc une antimatière dans la mer de Dirac. Donc, la vide quantique, désormais, n'apparaît plus comme étant un vide absolu où rien ne se passe, mais plutôt comme un équilibre où en moyenne la mer de Dirac est pleine et le reste est plein d'énergie, et vide, pardon, le reste, la matière est vide, et que par des mécanismes typiquement quantiques, il y ait des créations de paires de particules antiparticules perpétuelles, à très haut niveau, très haut débit, mais durant des périodes de temps très courtes. Il faut savoir que ces mécanismes-là ont été prouvés comme existants, et en particulier, Hawkins a étudié ces propriétés du vide près des trous noirs. On en parlera peut-être plus tard. Donc, l'équation de Dirac a prévu d'une certaine manière la découverte d'antimatière et redéfini la notion de vide. C'est déjà pas mal pour une équation. Cependant, l'équation de Dirac, elle est toujours limitée.
Donc il y a toujours le fait que le champ, ici le champ électromagnétique, est traité de manière classique, alors qu'on sait que le champ des photons doit être traité de manière quantique. Et puis, on n'a pas l'effet de rétroaction des particules sur le champ. On suppose que le champ est un espèce de référentiel fixe dans lequel les particules évoluent, ce qui n'est qu'une approximation. Donc il faut une théorie plus consistante. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la théorie des champs. Alors cette théorie des champs s'est établie parce que après les équations de Dirac, dans la deuxième moitié du XXe siècle notamment, eh bien, on s'est rendu compte que malgré tous les efforts, il y avait toujours un petit désaccord dans certaines propriétés des niveaux quantiques des atomes entre les résultats prévus par Dirac et l'expérience. Et chacun était convaincu, c'était par le fait qu'il fallait mieux traiter l'interaction électromagnétique-électron, ou disons plus généralement lumière-matière. Et donc aussi, certainement, qu'il fallait introduire le traitement des champs de manière quantique, de telle sorte qu'on traite de manière symétrique les particules et le champ dans lequel elles évoluent. Alors un exemple de désaccord, pour montrer quand même que la théorie n'était pas n'importe quoi, quand on regarde certaines structures hyper fines des noyaux des atomes, parce que les niveaux que l'on a vus dans notre chapitre 3 et 4 sont les niveaux principaux, quand on fait des analyses très fines, on s'aperçoit qu'ils ont des structures internes, et donc apparaît à ce moment-là un facteur qu'on appelle le facteur de Landé, qui vaut expérimentalement moins 2,0023. L'équation de Schrödinger ne prédit rien, parce que c'est un effet purement relativiste. Et puis l'équation de Dirac prévoit G égale moins 2, elle ne prévoit pas moins 2, quelque chose, elle prévoit moins 2. Et ça, c'était insupportable pour les théoriciens qui ont travaillé, pas que pour ça, mais pour d'autres raisons. Ça, pour eux, c'était une signature que l'équation n'était pas l'équation définitive. Et après 50 ans de recherche intensive, notamment pour ça et pour beaucoup d'autres choses, on trouve une valeur théorique qui est ici, dont vous voyez qu'elle est beaucoup plus précise que l'expérience, et tous les chiffres significatifs sont en accord avec l'expérience. Donc, il y a eu pendant 50 ans des développements qui ont été au-delà de l'équation de Dirac. Alors, c'est la théorie des champs, théorétique quantique des champs, qui est basée sur le formalisme lagrangien, que nous avons vu au départ de ce cours, et qui se prête beaucoup mieux à la quantification, et en particulier puisque dans le formalisme lagrangien, on va pouvoir introduire le traitement quantique des modes d'excitation des champs. Et même on pourrait voir que la distinction champ-particule tombe, puisque les particules elles-mêmes ne seront que des modes d'excitation particuliers des champs. Alors je me tourne vers l'équation ici, qui est le lagrangien de l'électrodynamique quantique, c'est-à-dire le traitement de l'interaction entre l'électron et le champ électromagnétique. Alors sous des formes condensées ici, les experts reconnaîtront la partie lagrangien de Dirac, avec les matrices gamma, on les appelait alpha dans le formalisme, là ils sont un petit peu renormalisés. Les dérivés, n'oublions pas ici que nous sommes dans un espace à 4 dimensions, et donc il y a 4 dérivés. Mu va de 1 à 4 pour introduire le temps. Donc ça traite de l'évolution quantique de l'électron. Ici, vous avez sous forme extrêmement condensée le formalisme quantique à 4 dimensions de l'électromagnétisme. Quelque part, le formalisme de Maxwell, mais rendu invariant par la transformation de Lorentz. Donc ça, c'est le champ électromagnétique. Si ça c'est nul, il n'y a plus que la particule de Dirac libre. Et puis un terme de couplage qui fait intervenir la constante de couplage naturelle, qui est la charge de l'électron. Ici, vous reconnaissez des éléments de description de l'électron avec psi, gamma, mu, psi. Et ici, le potentiel vecteur qui est un élément du tenseur de champ électromagnétique. Au-delà des symboles, donc vous reconnaissez que de manière simple et linéaire, les lagrangiens sont construits en ajoutant les deux descriptions lagrangiennes du
de l'électron et du champ électromagnétique, plus un terme de couplage. Alors, ces équations-là sont très compliquées à résoudre. Elles introduisent quand même pas mal de formalismes extrêmement sophistiqués. Pas mal de ces équations lagrangiennes sont difficiles à résoudre d'un seul coup, donc on fait une approche perturbative. On commence par les solutions sans perturbation, sans les solutions de base, j'allais dire, d'essai, et ensuite on essaie par des processus itératifs d'améliorer ces solutions-là. Or, ces processus-là, parfois, divergent, c'est-à-dire que les corrections, au lieu d'aller en diminuant, vont toujours en augmentant jusqu'à des divergences absolues. Il a fallu inventer des techniques qui feraient peut-être dresser les cheveux des mathématiciens, mais qu'on appelle les techniques de renormalisation, qui consistent parfois à soustraire deux grandeurs infinies pour en sortir une valeur finie. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, il a fallu inventer de nouveaux outils théoriques qu'on appelle les diagrammes de Feynman. Alors, les diagrammes de Feynman, on peut les prendre comme des schémas simples d'interaction avec des codes, les codes de couleur pour les quarks, les petits zigzags pour les photons, les pions, etc. Donc on peut avoir des symboles, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que derrière chaque diagramme, vous avez un formalisme de Lagrange, et par des techniques qui se sont élaborées au cours du temps, ces diagrammes, à partir des diagrammes-là, on peut élaborer des règles de construction des Lagrangiens qui sous-tendent. Alors, juste pour rigoler, pour rire, ben voilà, si vous prenez le Lagrangien de toutes les des particules standards avec les les trois interactions fondamentales, puisque le G, la gravitation n'est pas là. Par contre, vous voyez H apparaître, donc le boson de Higgs aussi apparaît. Donc voilà l'ensemble du Lagrangien qu'on ne résout jamais sous cette forme-là, mais qui contient toutes les particules, les antiparticules, les champs et leur couplage. Cela pourrait être la théorie du tout, mais elle a de gros problèmes, d'abord de résolution, et deuxièmement parce que elle dépend de 19 paramètres libres, et ça, c'est pour une théorie, c'est rédhibitoire. Les masses des particules, certaines constantes de couplage sont complètement libres, et les physiciens considéreront une théorie satisfaisante lorsque la théorie leur donne la description de la réalité sans passer par cette multitude de paramètres ajustables. Donc la construction de la théorie quantique des champs a posé des problèmes majeurs théoriques et des calculs, mais elle a fait quand même beaucoup d'avancées pour mieux dans la prédiction des propriétés des champs et des particules. Est-ce qu'on est arrivé à l'équation finale? Alors ici, je vous présente un schéma qui, en gros, représente l'histoire des 50 ans de mécanique quantique au cours des dernières années, des dernières décennies. Alors en haut, vous avez les 4 particules, j'ai exclu le boson de Higgs, les 4 bosons qui sont théoriquement des vecteurs des interactions. En bleu, ce sont les interactions. Alors, graviton, là, j'ai observé, parce qu'on n'a pas de théorie quantique de la gravitation, et donc ça, on le met pour mémoire, la gravitation, elle est bien connue, par contre, on n'a pas de théorie quantique pour introduire les gravitons. Par contre, les photons pour l'électromagnétisme, les bosons WZ pour l'interaction faible, et les gluons pour l'interaction forte, l'interaction nucléaire forte. Alors, tout ceci a été profondément unifié. Au départ, il était très disparate, a été très unifié au cours des temps. Sachant que le pionnier, c'est quand même Maxwell, qui ne connaissait pas les photons, mais il connaissait les champs électriques et les champs magnétiques, et qui, par ses équations classiques, a démontré que c'était les deux phases d'un même phénomène. Donc les équations de Maxwell sont les premières unifications qui ont permis d'écrire les équations du champ électromagnétique. Ensuite, on s'est attaché à quantifier le champ électromagnétique, notamment en introduisant l'interaction avec les particules chargées, et donc en introduisant l'interaction électromagnétique. Et ceci a abouti dans les années 50, 60 à ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique, qui est une théorie parfaitement consistante, même si techniquement elle est quelquefois difficile à résoudre, qui traite vraiment de manière unifiée les champs électromagnétiques et les particules chargées
qui sont sensibles, comment elles évoluent dans ce contexte-là. Alors, ceci, ça donnait des idées parce qu'il y avait des symétries apparentes entre l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Donc, les théoriciens se sont inspirés et par des efforts d'imagination et des techniques aussi mathématiques complexes, ont réussi à démontrer qu'on pouvait trouver un formalisme unique qui pouvait décrire à la fois l'interaction faible et l'interaction électromagnétique pour donner ce qu'on appelle la théorie électrofaible. Alors, l'interaction forte était, elle, un petit peu à part, parce qu'elle n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Cependant, on appellera ça des théories de jauge. Il y a eu des grands théoriciens qui ont démontré comment on pouvait déduire de manière assez formelle des champs à partir de certaines invariances des équations, donc les théories de jauge. On a appliqué ensuite des formalistes de la théorie des groupes pour aboutir à ce qu'on appelle la chromodynamique quantique, qui a permis le classement des quarks et leur interaction avec leurs gluons, et de manière peut-être encore approchée, mais on est très proche d'une théorie unifiée où finalement les trois grandes théories, chromodynamique quantique, théorie électrofaible, interaction faible et électrodynamique quantique, sont unifiables dans une théorie unique, qu'on appelle théorie unifiée. Et quand on regarde l'évolution de l'univers, et quand on remonte le temps, on s'aperçoit que plus on remonte vers l'origine des temps, vers un univers de plus en plus confiné, c'est vraiment le mot à la mode, mais de très haute énergie, on s'aperçoit que progressivement l'électrodynamique quantique et l'interaction faible deviennent une même et unique force, et encore plus près de la singularité du début de l'univers, eh bien, les trois forces, chromodynamique quantique, théorie interaction faible, électrodynamique quantique, deviennent une seule et même force. Donc dans ce modèle-là, qui est très satisfaisant pour l'esprit, au début de l'univers, il y avait une seule interaction, qui ensuite s'est diversifiée au fur et à mesure que l'univers s'étendait et se refroidissait. C'est ce qu'on appelle une rupture spontanée de symétrie, qui est un phénomène assez connu dans beaucoup de domaines de la physique. Et de l'autre côté, reste toujours la gravitation, avec une forme d'unification qui a été celle, le formalisme newtonien. Et puis la relativité générale a vraiment fourni un cadre extrêmement puissant pour tout ce qui est gravitation. Et on est toujours à la recherche de la théorie qui va relier la relativité générale à la théorie unifiée pour aller vers une théorie que certains appellent une théorie du tout, dans la mesure où elle comprendrait l'ensemble de tous les formalismes, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, aux faibles énergies et aux grandes énergies, qui seraient notamment intéressantes pour mieux explorer les débuts de l'univers. Mais est-ce que cette théorie du tout, est-ce qu'on en est proche, ou est-ce que c'est un horizon encore très lointain? Il faut voir qu'actuellement, on est plutôt avec un sentiment de crise par rapport à la physique, et à la physique quantique en particulier. Les crises en physique, c'est courant, il y en a eu souvent. Les trois récentes sont la crise de 1925, crise de l'interprétation, qui a donné lieu à de grandes discussions, voire presque des engueulades entre les physiciens, lorsqu'on a commencé à comprendre que l'équation de Schrödinger fonctionnait. Mais comment cette nouvelle théorie fonctionne réellement, qu'est-ce que c'est que la théorie de la mesure? Elles sont complètement inintelligibles à l'esprit humain. Et donc il y a eu une première crise en disant c'est une physique qui fonctionne mais qui n'est pas très satisfaisante. C'était notamment la position d'Einstein. Le problème n'est toujours pas résolu puisqu'il y a de très nombreuses encore interprétations de la physique quantique, même si tout le monde s'accorde sur la façon de l'utiliser. On a bien clarifié les enjeux, mais d'autre part aussi la notion d'intrication, de désintrication en quantique qui a été étudiée théoriquement et expérimentalement de manière détaillée, a abordé quand même, a apporté un certain nombre d'éclairages sur cette crise-là. Mais enfin, le débat est toujours là. Dans les années 50, la crise était plutôt un problème de trop-plein.
Quand on a commencé après la guerre à faire des accélérateurs de plus en plus puissants, on a vu apparaître dans les réactions des tas de particules nouvelles qui apparaissaient à tout bout de champ, avec des caractéristiques de charge différentes, de, de spin, etc. Et qui apparaissaient au départ toutes élémentaires. Donc il y a eu une phase un peu de découragement en disant mais comment va-t-on mettre d'ordre un petit peu dans cette forêt de particules qui ont des propriétés diverses, qui interagissent de manière très compliquée, sachant que plus le nombre de particules augmentait, de manière un peu factorielle, plus la combinaison des interactions augmentait. Donc c'était vraiment un problème énorme. Les théories qu'on a vues plus haut, à savoir électrofaibles, qui s'appelle QCD, Quantum Chromodynamics, et puis QED, c'est l'anglais pour la théorie électrofaible, Quantum électrodynamique, oui, je pense, ont clarifié quand même pas mal la question et on est actuellement avec un tableau satisfaisant des particules et des interactions élémentaires, sachant que se pose toujours la question de la matière noire, par exemple, qui ne rentre pas dans cette catégorie. Et donc, tous les problèmes, les études théoriques qui essaient d'aborder ces problèmes. Et puis, dans les années 2000, malgré les espoirs, on n'a toujours pas réussi à unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Et donc l'équation n'est pas encore portée de la main. Alors, les incompatibilités fondamentales entre la mécanique quantique et la relativité générale, eh bien, on l'a bien perçu, hein, notamment ceux qui ont fait le cours de débutants, où on met en parallèle la mécanique quantique et la relativité générale. La mécanique quantique et la relativité générale, c'est un peu l'eau et l'huile, le chat et le chien, tout ce que vous voulez, et on n'a pas réussi à faire, avec l'eau et l'huile, on n'a pas réussi encore à faire la mayonnaise, qu'on le voudrait. Parce qu'en mécanique quantique, on a toujours vu que le temps et l'espace sont des référentiels distincts, même si dans les équations, on unifie en mettant le temps comme une composante de l'espace, l'ensemble n'interfère pas et est donc un référentiel fixe dans lequel se déroulent les phénomènes. Et puis les grandeurs sont quantifiées, c'est-à-dire qu'elles évoluent par étapes. En relativité générale, on prend toute la proposition du dessus et on inverse. L'espace-temps n'est plus un référentiel absolu, c'est quelque chose qui fluctue en fonction du phénomène qui s'y déroule. Quelqu'un disait que les phénomènes physiques disent à l'espace-temps comment il doit évoluer, et l'espace-temps dit au phénomène physique comment il doit évoluer. Ça, c'est la relativité générale. Et puis, les grandeurs physiques sont toujours continues dans la relativité générale telle qu'on l'aperçoit. Donc, des incompatibilités fondamentales, et actuellement, il y a énormément de travaux, même si peu sont encore concluants, on va voir pourquoi. Je vais de manière extrêmement schématique dire qu'il y a deux façons d'aborder ces problèmes-là. Il y a ceux qui partent plutôt de la mécanique quantique pour essayer de la rendre compatible à la relativité générale, un petit peu à la manière de Dirac. Hein. On prend une équation qui n'est pas assez relativiste et on essaie d'en déduire une plus générale. C'est plutôt la théorie des cordes. Et puis ceux qui partent plutôt de la relativité générale en essayant de la rendre compatible avec la mécanique quantique, c'est la gravité à boucle. Le problème de toutes ces théories-là, il y en a de multiples variantes, notamment la théorie des cordes. Généralement, elles dépendent d'énormément de paramètres et il y a pas mal d'hypothèses. Et la seule difficulté, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie d'imaginer des tests expérimentaux, cela s'adresse à des niveaux d'énergie tels qu'on n'a aucun moyen sur Terre actuellement pour faire les expériences avec les énergies suffisantes. Par exemple, on l'a peu dit, mais quand le CERN a découvert le boson de Higgs là où il était un peu prévu qu'il soit, et qu'il n'a pas découvert d'autres particules apparaître, il y a eu une grosse déception parce qu'on avait pensé quand même qu'aux énergies du CERN, on devrait commencer à voir apparaître ces nouveaux états de particules de très haute énergie qui si elles existent, auraient pu être étudiées et départager les différentes théories actuellement en discussion. Donc, le grand tout, l'unification de la mécanique quantique et de la relativité générale, elle est hors de portée. Bon, je vous remercie de votre attention, parce que c'était un long trajet, on est parti de très loin, on est parti de Newton,
on est parti de la mécanique. On a vu ensuite comment, au XVIIIe siècle et un petit peu au XIXe, pour résoudre des problèmes complexes qui se posent dans la nature, on est sorti des mécanismes de Newton en prenant un mécanisme beaucoup plus abstrait, les formalismes de Lagrange et d'Hamilton, qui se sont avérés ensuite aisément ou relativement aisément transposables dans le cadre de la mécanique quantique. Ensuite, on a étudié de manière assez détaillée, je pense, la différence entre les objets de la physique classique et les objets de la mécanique quantique, avec la fameuse dualité, qui n'en est pas une d'ailleurs, onde et corpuscule. Ensuite, on a introduit la notion de fonction d'onde pour les objets quantiques. On a étudié ces propriétés-là de fonction d'onde dans des cas simples, qui nous ont quand même permis de donner quelques principes généraux, qui nous ont permis d'aborder l'étude, par exemple, de la matière condensée, des molécules et de la supraconductivité. Et puis, nous venons juste de terminer ce survol, mais extrêmement rapide, de la mécanique quantique à partir des années 30, et avec la théorie quantique des champs, et donc l'impasse pour le moment, espérons que ce ne sera pas toujours une impasse, de cette physique-là, qui cherche toujours à marier la mécanique quantique et la relativité générale. Merci pour votre attention. Je pense que ceci clôt la série de cycles sur ce que j'appelle la physique réductionniste, c'est-à-dire la physique qui cherche, à partant de notre échelle humaine à nous, à descendre vers l'infiniment petit ou l'infiniment grand, vers l'infiniment petit notamment, pour découvrir les particules ultimes et les symétries ultimes qui sont les composants de notre univers. Mais il faut savoir que la démarche inverse, qui consiste à partir des composants ultimes et de remonter l'échelle de complexité, est un domaine de physique extrêmement vivant, extrêmement vivace, qui est en très grand développement, et qui est donc une étape que je vous propose, si vous en avez la patience et le goût, d'étudier avec vous dans un troisième partie de ce cycle qui s'appellera « Un peu de physique pour comprendre le monde moderne autrement ». À bientôt.